Salut et bienvenue donc dans cette deuxième session de la semaine de Face à Pierrot. On va essayer de faire ça régulièrement, les semaines où il n'y aura pas évidemment de Coupe d'Europe, puisque quand il y a de la Coupe d'Europe, il y a des matchs tous les jours. La première question, vous pensez bien qu'elle est d'Alex Nissa du 06. On va voir ce que dit la commission de discipline sur Savanier, mais il risque de prendre au moins 2 matchs de suspension. Comment Montpellier va pouvoir gagner un des 2 prochains matchs sans son maître à jouer, même si Savanier est aussi moins performant cette saison. Alors la commission de discipline est tombée hier soir. Effectivement, Savanier a pris 2 matchs de suspension. Et c'est de sa faute, parce que encore une fois, il a été expulsé pour un geste d'humeur. Et je pense quand même que quand on a un joueur à la fois, bon, ça veut pas dire grand-chose, ce que je veux dire, mais de ce niveau technique et supposé de cette expérience, il peut pas tous les ans se faire expulser 1 à 2 fois par saison parce qu'il a voulu mettre une tarte à l'adversaire. C'est insensé. Après, il n'en demeure pas moins que la nervosité de Savanier est certainement aussi la résultante à la fois des très mauvais résultats de son club et de son très faible rendement. Et je pense d'ailleurs que dans la chute de Montpellier, la baisse de niveau très importante de Savanier y est pour quelque chose. Deuxième question de Jackie Boy. C'est quoi le problème en ce moment avec la formation, le centre de formation à Marseille, et pourquoi un club comme l'OM n'a jamais voulu investir dans un centre de formation correct? Déjà, tu te contredis entre ta première et deuxième question. Le problème, c'est pas en ce moment. Le problème, c'est toujours. C'est un problème, je dirais même éternel. Marseille n'est pas un club. Alors longtemps, effectivement, du temps de Bernard Tapie, par exemple, la politique du club, c'était absolument pas les jeunes ni la formation. C'était au contraire d'acheter des joueurs confirmés, voire des stars. Mais c'est vrai que la priorité n'a jamais été mise là-dessus. Alors, je sais que ce que je vais dire va probablement faire hurler, mais il est évident, même pas comment on peut contester ça, que le vivier le plus important de jeunes joueurs en France, c'est l'Île-de-France. Et que peut-être que des gamins de la Courneuve, de Bondy ou de la Île-et-Rose ont pas envie d'aller à Marseille pour des raisons finalement de rivalité entre Parisiens et Marseillais. Donc j'imagine que ça prive très probablement l'OM de pas mal de jeunes à fort potentiel. Et puis c'est vrai aussi que la réputation du centre de formation de Marseille n'incite absolument pas des jeunes à venir, comment dirais-je, en Provence. Mais oui, c'est un problème, mais c'est un problème qui perdure. Et en plus, là, les histoires avec Papin, qui a de mauvaises relations avec le mec qui fait la cour, il s'appelle comment, Zarak. Les plus vieux se souviendront de Zarak, le catcheur masqué en France, avec Roger Benchemoul et le Petit Prince. Alors là, je ne parle qu'aux mecs de plus de 60 ans. Hein. Mais le dénommé Zarak, visiblement, ça va pas avec Papin. Donc il est évident que quand tu as un problème avec l'entraîneur, ça rejaillit sur la formation et c'est un vrai problème, quoi. Jackie Boy encore me dit Manchester United vire l'entraîneur et comme par hasard, le match suivant, le club marque 5 buts et joue très bien. Comment expliquer cela, à part que les joueurs sont responsables et peuvent décider de qui ils veulent comme entraîneur? Alors je pense sincèrement que si les joueurs avaient voulu de Manchester avaient voulu virer Ten Hag, ils n'auraient pas attendu 1 an et demi pour ça, parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on sent, on voit que ce mec est sur un siège éjectable. Tu peux pas non plus négliger le fait qu'il y ait une forme de libération dans leur qui soit peut-être débarrassé d'un mec qui, par ses consignes, son attitude et les conséquences que tu pouvais avoir sur tes propres performances sur le terrain, posait problème. Donc voilà, le souci, il est là, quoi. Je pense que Ten Hag était absolument pas fait pour ce club. Déjà, il a eu des gros problèmes avec Cristiano Ronaldo. Alors, je dis pas que Ronaldo est totalement à dédouaner de ces histoires. Mais enfin, bon, quand t'as un joueur comme Ronaldo, même un Ronaldo vieillissant, t'essayes de le mettre dans les meilleures conditions et pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, mais encore une fois, c'est un match de cup. On sait pas trop non plus. J'avoue que j'ai pas vérifié quelle équipe avait aligné Leicester.
ça demande quand même confirmation. Et d'une manière générale, je pense que Manchester United n'a pas une équipe pour se mêler au premier rôle en Premier League cette saison. Chris me dit, dans ton précédent Face à Pierrot, tu cites les clubs qui t'ont envoyé leur maillot lorsque tu étais à l'hôpital. J'ai été ravi d'apprendre que Monaco avait pensé à toi, car je me suis toujours demandé quelles étaient tes relations avec eux. Quand j'étais à l'équipe, on n'allait jamais à Monaco parce qu'on avait un envoyé spécial permanent sur la Côte d'Azur qui suivait les matchs de Nice, de Monaco, et voilà, donc on n'y allait jamais. J'ai fait 2-3 matchs à Monaco pour Canal, voilà. C'est pas un club avec lequel j'ai de relations fortes, ni d'attachement fort, mais c'est pas un club qui m'énerve, c'est un club que j'ai plutôt plaisir à voir jouer sur l'ensemble de ces matchs. Évidemment, c'est pas une constante, mais je pense quand même que globalement, Monaco est un club attrayant pour les téléspectateurs neutres de football. Geoffrey Gagneur me dit, une fois arrivé dans votre nouvelle maison, allez-vous dédier une pièce pour faire vos vidéos, ce qui pourrait amener un décor un peu plus sympa. Oui, je reconnais que le décor là est pas extraordinaire. En plus, on a un drap pour protéger les canapés qui sont pas à nous de nos chers animaux, notamment Edison qui roupille comme un bienheureux à côté de son papa. Je sais pas, parce que vous savez, la maison qu'on a rachetée, qui est en travaux, on a gardé les murs et le toit. Donc j'ai du mal à me projeter encore vraiment sur comment ça sera. Est-ce qu'il y aura un endroit spécial? Est-ce que je continuerai à faire ça de mon canapé? Je sais même pas comment seront orientés les canapés, ce qu'il y aura derrière. Est-ce qu'il y aura une pièce où je pourrais mettre mes maillots de foot, ce qui serait effectivement un chouette décor? Je peux pas encore répondre, mais je pense que je peux dire sans trop m'avancer que le décor sera plus sympa que le haut d'un tableau et une frisette. Chris me dit, comment le PSG peut-il autant dominer en championnat et passer à côté en LDC contre des équipes comme le PSV qui, selon moi, sont 2 classes en dessous? Oui, sauf que entre la prestation de l'OM contre Paris et la prestation du PSV contre Paris, je pense que c'est plutôt l'OM qui était 2, voire même 3 ou 4 classes en dessous. Je pense aussi qu'il y a des clubs français qui font un complexe par rapport au PSG, alors que les équipes européennes n'en font pas. Et je pense que l'absence d'un vrai avant-centre déjà et un vrai avant-centre de bonne qualité est beaucoup plus pénalisant en Coupe d'Europe qu'en championnat, où en championnat finalement tu t'aperçois que Barcola, un milieu et Dembélé de temps en temps, ça fait finalement l'affaire, quoi. Vince me dit, si vous aviez un budget illimité, quel objet de décoration intérieure ou œuvre d'art serait dans votre prochaine nouvelle maison? Alors, si j'avais un budget illimité, mais illimité, totalement illimité, j'aurais certainement un Rembrandt. Mais là, c'est même plus un budget illimité, hein, c'est un budget hallucinant. Avec un budget illimité, mais disons plus raisonnable, j'aurais certainement une grande photo de Rancinan et un tableau de Nathan Walsh, sur lequel je montre parfois, qui fait de l'hyper-réalisme de rue, et j'adore ça. Quant aux photos de Gérard Rancinan, je vous invite vivement à taper son nom sur les réseaux et à voir ses œuvres. Ma photo préférée de lui étant Gang of New York, qui est une photo où on voit des mecs de gang dans une décapotable, et il y a une actrice porno dans la photo, et tous les mecs de la photo sont des vrais chefs de gang, sauf un qui est un acteur. Donc voilà, c'est certainement ça que j'aurais. Si j'avais un budget illimité, j'aurais certainement des très très belles voitures. Arkman07 me dit, en novembre de l'année dernière, vous avez répondu Bellingham. Ah bon? Cette année, depuis le début de la saison en Europe, quel est le joueur qui vous fait la meilleure impression? Je dirais Musiala et Cole Palmer. Musiala parce que c'est un joueur que j'adore, que je trouve en plus que c'est un joueur rare dans le football d'aujourd'hui, un joueur technique,
mais qui a aussi un physique adapté au football moderne. C'est une belle combinaison de ce que peut être le football aujourd'hui. Et puis Cole Palmer, parce que dans une équipe de Chelsea qui, l'air de rien, progresse, c'est un joueur extrêmement fin et qui a une qualité de frappe tout à fait étonnante. Julien Benet me dit: avais-tu déjà quitté un stade au bout de 30 minutes ou avant la fin du match, comme cela a pu se passer lors du Classico? Non, jamais. Déjà, quand je travaille, soit que je travaillais à l'équipe, soit que je commentais les matchs à Canal, c'était quand même difficile de se barrer avant la fin. Non, sinon, non, en général, je reste jusqu'au bout, même si parfois c'est dur, mais non, je reste jusqu'au bout. Et de toute façon, je n'ai jamais une approche, comment dirais-je, sentimentale du match qui me fait que si mon équipe est en train de prendre une déculottée, j'ai envie de me barrer. Ça n'existe pas, ça. Yvous me dit: le football italien désormais en clair sur la chaîne L'Équipe et tous les autres championnats anglais, espagnols qui ont leur diffuseur en France, le public ne risque-t-il pas de se désintéresser à terme de la Ligue 1, surtout les plus jeunes? Non, pas forcément, parce que malgré tout, à part à de rares exceptions, les Français qui aiment le foot sont tous supporters d'un club français, donc ça les intéresse. Après, ça pose évidemment la question de la visibilité du championnat de France, qui n'a jamais été aussi mauvaise qu'elle l'est en ce moment, et c'est vrai que c'est un problème, parce que c'est très difficile de savoir le nombre d'abonnés qu'a DAZN, mais on est tout à fait certain que c'est en dessous de 500 000, donc déjà on est à 30% de l'objectif de la chaîne. Donc voilà, c'est un grand problème. Après, il faut pas non plus se leurrer sur les audiences que peuvent faire un match de Bundesliga, un match de Première Ligue, à part les très grosses affiches, ou un match de Liga qui n'est pas le Classico. C'est quand même des audiences qui sont pas très importantes, pour une raison très simple, c'est parce que t'as des matchs qui sont en même temps. C'est-à-dire que parfois t'as un gros match anglais en même temps qu'un match du Real ou du Barça, donc les amoureux de foot sont obligés de faire un choix. Maintenant, le problème aussi de l'intérêt de la Ligue 1, c'est que tu dois aussi quantifier le nombre de personnes qui ont un IPTV et qui regardent les matchs de façon illégale, mais qui les regardent quand même. PA me dit: question animaux. As-tu des chats en plus de tes chiens ou d'autres animaux? Si oui, l'entente est cordiale. Non, je n'ai pas de chat parce que sur les 3 chiens que j'ai, donc 2 cockers et un dalmatien, il y en a 2 qui becteraient sans sommation n'importe quel chat dans la salle. Le 3e, Magic, serait certainement beaucoup plus ouvert à une présence féline. J'ai eu des chats il y a très longtemps, mais j'avais pas de chien. En fait, j'ai jamais eu un chat et un chien en même temps. Je sais que Mélissa aimerait bien avoir un chat, mais il faudra que ce soit avec d'autres chiens, quoi. Parce que avec Edison et Joy, faut oublier tout de suite ça. Shelby me dit: que penses-tu de la décision de DAZN d'invisibiliser la Ligue 1 sur les réseaux sociaux? Je pense que quand tu es déjà extrêmement impopulaire, du fait du prix exorbitant de ton abonnement, de la qualité dégueulasse de l'image, même si c'est pas la faute de DAZN l'image, puisque rappelons-le, les matchs sont produits par la Ligue, mais aussi l'absence de reportages, d'émissions, l'absence de qualité générale de la chaîne. Donc déjà, à cause de tout ça, c'est une chaîne qui est extrêmement impopulaire. En plus, tu prends la décision de priver les gens de voir les buts sur les réseaux sociaux. Donc tu ajoutes de l'impopularité à l'impopularité. S'il y a un cerveau malade dans ce groupe qui s'est dit: tiens, on va priver les gens de voir les buts sur les réseaux, comme ça ils vont venir s'abonner, il faut vite l'interner, parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, et chaque jour qui passe, je me demande ce qui va se passer dans à peu près 1 an et demi, lorsque le renouvellement de la chaîne va être
en activité, parce que je vois pas DAZN continuer dans ces conditions.